Courtin, qui est le président fondateur de Donnons du Sens. Il va nous présenter son bureau d'études et de conseil et d'ingénierie en éco-conception qui est basé à Rennes. Donc, il est venu un peu en voisin ici à Saint-Brieuc pour ce rendez-vous du Cosmetics. Et puis, vous accompagnez aussi, je crois, Régis Courtin, les entreprises du Grand Ouest dans la mise en œuvre d'un projet éco-conception. Vous allez nous en parler puisque la thématique, c'est celle-là, l'éco-conception liée à la cosmétique solide. Bonjour, donc merci effectivement pour cette présentation. Merci à Stéphanie auparavant d'avoir bien fait l'introduction sur le consommateur, ce qui me paraissait très important. Et moi, je vais plutôt faire un focus sur le côté industriel entreprise. Donc c'est très complémentaire. Donc Donnons du Sens, effectivement, c'est un cabinet, un bureau d'études, de conseil et d'ingénierie qui a été créé il y a 4 ans à Rennes. Alors le cœur du sujet, c'est effectivement l'éco-conception de Donnons du Sens, mais pour nous, on parle de solutions d'éco-conception, dans la mesure où l'éco-conception en elle-même est intéressante si elle est complémentaire à d'autres, d'autres démarches environnementales, comme les bilans de gaz à effet de serre, qui sont souvent des centres d'intérêt forts dans les entreprises. Tout ce qui est communication environnementale, parce que c'est de sortir un produit éco-conçu, mais comment je le fais connaître et aimer auprès de mes consommateurs. Les normes ISO 14001 qui intègrent le management environnemental, nous faire cette prestation auprès des entreprises, et les modèles d'économie circulaire qui sont effectivement des tendances qui vont se développer dans les années à venir. Alors je pense que c'est à moi de passer au suivant. Voilà, allez-y, la page suivante va arriver. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à tous les internautes qui peuvent aussi donc poser des questions, préparer leurs questions sur l'éco-conception. Régis Courtin qui est avec nous, encore une fois, vous avez donc sur la page de connexion un espace où vous pouvez donc indiquer vos questions, et c'est Élise qui est avec nous sur le plateau, donc qui les transmettra en direct à Régis Courtin. Alors, les 3 principaux thèmes que je vais vous présenter, pour les entreprises évidemment, ce sont les enjeux et bénéfices de l'éco-conception dans le cosmétique solide, la démarche et les principes de base de l'éco-conception, et en dernier point, les 4 niveaux d'éco-conception qui vont de l'éco-conception jusqu'à l'éco-innovation. Alors, pour cette présentation, j'ai choisi de prendre un cas concret. C'est toujours très intéressant d'illustrer des propos avec une réalisation concrète. Donc on parle du produit Perlucine, qui est une marque qui a été créée d'un partenariat entre Mer et Terre et Aquatonal, deux entreprises qui sont en Bretagne Sud. Donc on parle effectivement d'un produit de poudre, donc solide ou semi-solide, qui est à base d'extrait ou de coquilles d'huître pour 77% des composants en fait du produit. Alors là, ce schéma est très intéressant. En fait, il permet de centrer les deux bases sur les principaux enjeux et bénéfices de l'éco-conception pour les entreprises. Donc, vous en voyez effectivement 5. Alors, le principal que l'on sait tous, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est l'aspect environnemental et la santé. Donc là, on parle d'impact sur l'environnement, dans le monde vivant, mais également pour les individus comme vous et moi. Le deuxième grand intérêt ou enjeu qui peut apporter des bénéfices pour les entreprises, c'est tout ce qui permet à l'entreprise de se positionner de façon stratégique en termes d'innovation produit pour créer de la différenciation et de l'inscrire notamment dans son ADN de marque. Troisième enjeu très important pour l'entreprise également, c'est l'aspect économique. L'éco-conception, on le sait aujourd'hui, nous avons fait des études qui le montrent. L'éco-conception permet de créer de la valeur ajoutée, de générer du chiffre d'affaires parce que l'on capte des clients et on vend des produits à forte valeur ajoutée. L'aspect réglementaire, Stéphanie en a parlé auparavant, effectivement, il y a vraiment intérêt à anticiper les lois plutôt que de subir. D'ailleurs, l'ADEME travaille avec l'Europe sur la norme Ecolabel et qui va être revue en 2021, voire 2022 en ce qui concerne les cosmétiques et en particulier les cosmétiques solides. Donc, je vous invite à vous y intéresser. Et le dernier élément ou enjeu important pour l'entreprise, c'est en ce qui concerne son image, son positionnement, tant en interne pour recruter et je dirais fidéliser les collaborateurs que pour communiquer à l'externe. Ça, c'est un schéma qui présente très simplement, je dirais, l'idée que quand vous créez un produit ou un service, mais là aujourd'hui on parle de produit,
Vous avez des entrants et des sortants. Les entrants, c'est tout ce qui permet effectivement de produire, donc l'énergie, ça on le sait tous, l'eau, les matériaux, ici on parle de coquilles d'huîtres et d'additifs, et l'espace, le lieu qui permet de produire. Donc tout ça va générer l'énergie de la production, donc des sortants entre autres. Donc on ne sort pas que le produit, on sort des coproduits, par exemple des déchets, des copeaux, et on sort aussi effectivement des effluents ou des gaz, hein, tout ce qui est dans l'air. Le cycle de vie du produit, c'est effectivement la base de travail d'une démarche d'éco-conception. On part toujours de la conception, donc de gauche vers la droite, comme le sens des aiguilles d'une montre. Donc la conception permet d'innover, de créer un cahier des charges. À partir de là, on extrait, on prend de la matière, on fait du sourcing, on choisit ses matériaux, ses matières. On fabrique. Donc, dans le cas de Perlucine, la fabrication, je vous le montrerai après, est faite dans le même espace ou dans la même usine, même bâtiment que le laboratoire. Après la fabrication, il y a l'étape de transport, alors, qui inclut effectivement tout ce qu'on appelle bilan carbone, émissions de gaz à effet de serre, CO2, mais pas que. Ça inclut effectivement aussi tout ce qui est palettisation, emballage, logistique. L'utilisation, donc là on parle de l'usage du consommateur ou de la consommatrice du produit à domicile dans ce cas-là. Et puis en fin de vie, effectivement, Stéphanie en a parlé auparavant, on parle des emballages, du packaging. Donc est-ce qu'il est recyclable ou pas? Est-ce qu'il est valorisé ou est-ce qu'il est incinéré ou dans des circuits de recyclage? Mais il y a aussi les ingrédients qui composent ou qui sont dans le produit. Schéma très intéressant. Ce schéma montre en fait les transferts d'impact. Alors, qu'est-ce que c'est un transfert d'impact? Un transfert d'impact, en fait, c'est le fait que vous pouvez être bon dans un domaine, mais vous transférez, je dirais, la faiblesse que vous avez avant dans un autre domaine. Donc là, très concrètement, à gauche, vous avez le diagramme des différentes étapes d'un cycle de vie. Je peux très bien avoir une performance, je dirais, meilleure en termes d'usage. Donc là, c'est le bâton qui descend, vous avez le petit caddie qui montre l'usage du consommateur. Par exemple, de par le fait de proposer à un client un cosmétique solide, je vais lui permettre, pourquoi pas, d'utiliser un peu moins d'eau. Mais par contre, si de ce fait, vous économisez, vous avez moins d'impact sur une étape, mais par contre, vous transférez l'usage ou le trop d'usage d'eau dans la fabrication, ce que vous avez gagné l'usage, vous l'avez perdu à la fabrication. Et donc la vraie démarche d'éco-conception permet d'éviter ces transferts d'impact. À droite, vous avez la présentation de quelques critères d'impact. Ce sont des critères de pollution en fait, hein. Donc là, ce sont quelques-uns, ce ne sont pas tous, mais ce sont quelques critères d'impact, hein. Et en fait, quand nous faisons des études, on permet effectivement de mettre en relief où sont les principaux transferts d'impact pour savoir où on peut agir. Ce schéma permet de visualiser les 6 principales étapes dans une démarche d'éco-conception. En haut, vous avez tout ce qui concerne l'étude, la théorie diagnostique. Et en bas, en rose, vous avez effectivement ce qui concerne la mise en œuvre. On est toujours dans l'étude d'éco-conception, on est plus dans l'implémentation, l'accompagnement de l'entreprise. Notamment, la lettre E vous permet de voir que l'intérêt d'une étude d'éco-conception, c'est après de l'intégrer dans l'entreprise, de permettre aux collaborateurs et collaboratrices de prendre en main cette démarche et de l'appliquer concrètement dans l'entreprise. C'est ce que nous faisons chez Donnons du Sens. Alors, ça, je reprends là le cycle de vie du produit, donc toujours avec la perlucine qui est la poudre pour prendre une douche, pour le corps, à base de coquilles d'huîtres. Donc, la démarche d'éco-conception commence à la conception R&D à gauche. Donc, les photos que vous voyez, ce sont des photos de l'entreprise Entre Mer et Terre qu'elle nous a confiées pour vous présenter ce diaporama. Donc, vous avez le laboratoire qui permet effectivement de faire des tests, de faire des mélanges, des composants pour faire de la formulation et comprendre, effectivement, valider un cahier des charges. Une fois que ce cahier des charges est défini, on va prendre de la matière. Donc là, je vous ai présenté quelques photos des coquilles d'huîtres qui sont dans le concret de Perlucine, prélevées naturellement à la main, sans machine, sur des plages de la Bretagne Sud. Donc là, on est purement dans une vraie démarche d'éco-conception, puisqu'il n'y a pas effectivement de mécanique ou d'énergie utilisée pour, je dirais, prendre ces coquilles d'huîtres, qui sont plus dans un milieu naturel. La fabrication, la production est dans l'usine, comme je vous le disais, en Bretagne Sud. Et alors, les étapes, elles sont très simples, hein. C'est lavage, broyage, ensuite concassage, broyage, triage et tamisage pour effectivement en résulter une poudre
de plusieurs granulométries en fonction des usages. Et vous avez effectivement la photo du four, on est sur effectivement de la chaleur à 150 degrés, parce qu'il n'y a pas de matière organique, parce qu'à l'origine, les coquilles d'huîtres ont été choisies pour ne pas avoir de matière organique. Donc là, on est sur une production, ce qu'on appelle bas carbone. Donc c'est une vraie démarche d'éco-conception dans la mesure où effectivement, il y a très peu d'énergie utilisée. Dans le transport, là encore une fois, l'entreprise a fait le nécessaire pour éviter tout plastique. Toutes les plastiques, les bulles plastiques ont été complètement endiguées pour avoir du papier craft en fait, hein, chiffonné pour faire les intercalaires entre les pots. Et ce qui est intéressant dans le solide, hein, c'est qu'en fait on transporte de la matière. Quand vous avez un gel qui a 80% d'eau, vous transportez de l'eau. Donc là où moi je dis qu'on est vraiment en termes de bilan carbone très intéressant dans une démarche d'éco-conception sur un cosmétique solide, c'est que vous avez très peu, voire quasiment pas d'eau. Donc vous transportez vraiment de la matière. Dans l'usage, effectivement, dans ce produit, on est sur un produit pour laver. Donc là, vous avez le petit diapo du milieu dans l'usage qui est, on voit que la personne a mis 3 à 5 grammes de poudre dans sa main. Avec, elle rajoute de l'eau pour en faire une mousse pour se laver. Donc, puis la fin de vie, effectivement, là, on est sur des packaging. Hein. Vous avez le packaging en craft, carton sans recyclable. Et puis, ils ont aussi des packaging à base de verre. C'est ce qu'avait évoqué tout à l'heure Stéphanie. Mais aussi le capuchon que vous voyez en bois est 100% en bois. Il n'y a pas d'additif de matière supplémentaire plastique pour fermer le capuchon. Donc, on est sur de 100% recyclable. Dernier diaporama que je vous présente. Là, c'est très intéressant. On voit que nous sommes sur les 4 étapes, ce qu'on appelle les 4 étapes d'éco-conception. Donc plus vous allez à droite, plus vous avez de personnes qui interviennent dans l'innovation du produit. C'est pour ça que je vous ai mis plusieurs personnages. Et plus vous allez à gauche, moins il y a de personnes qui vont travailler à l'innovation. Alors très rapidement, l'amélioration du produit, on est plutôt sur l'optimisation d'un concept ou d'un cahier des charges. Là, par exemple, si la coquille d'huître, vous la voulez plus blanche, vous allez effectivement choisir des coquilles d'huître plus blanches, une sélection plus, je dirais, plus pure, entre guillemets. Mais ça ne demande pas forcément de revoir la formule ou de revoir le process. Deuxième étape, si vous travaillez sur la reconception du produit, là, vous allez interagir avec les R&D, pourquoi pas un peu plus, et notamment sur la granulométrie des produits, de la poudre, hein, en fonction des usages que vous voulez en faire. Donc vous allez pourquoi pas revoir un peu le broyage ou le tamisage. Troisième étape, là vous allez encore beaucoup plus loin dans la reconception. Là, on s'approche vraiment purement et simplement de l'innovation système. Ça veut dire que dans l'innovation des fonctions, vous allez voir comment à partir d'une poudre, c'est ce que d'ailleurs a fait Perlucine, entre mes raids, comment à partir d'une poudre, je peux multiplier les usages. Ça peut être dans la pigmentation de mon savon ou pourquoi pas sur les applications pour le maquillage, au-delà de l'option pour, je dirais, me laver. Et quatrième étape sur l'innovation système, là je vous montre des cas concrets encore une fois, que l'entreprise a mis en place, qu'elle vend. Aujourd'hui, la poudre ne sert pas forcément que pour le cosmétique solide, mais elle permet d'aller plus loin. Elle fournit des fabricants de peinture, des fabricants d'aliments, d'additifs pour de calcium. Hein. Et puis également, là, ils sont en train de revoir leur concept, leur modèle économique. Pourquoi pas d'aller sur un distributeur, alors soit en B2B, dans l'hôtellerie par exemple, distributeur de poudre, de poudre comme la Perlucine, mais en poudre, et pourquoi pas chez Biocop, où ils sont présents, vous irez remplir avec votre packaging, votre récipient de poudre disponible dans les distributeurs chez Biocop. Ce sont des grandes idées. Hein. Alors juste petit diapo final pour remercier Stéphanie Dabin, donc, qui est la créatrice de Entre Mer et Terre, Stéphanie Rio qui m'a aidé à participer, qui a participé à la création de ces diaporamas, cette étude. Et puis voilà, donc là vous avez en photo effectivement Stéphanie Dabin dans l'atelier l'usine. Merci Régis Courtin. Le cycle de vie du produit qui est le cœur du sujet, on l'a bien compris à travers vos différentes slides. Hein. Agir sur l'emballage, sur la distribution, sur la réutilisation et le transport, c'est un peu le mot d'ordre, on va dire. Et ce en quoi l'éco-conception est un enjeu majeur, on l'a bien compris. Alors, tout de suite, parce qu'on s'est un peu énervé. Là, il y a beaucoup de questions là, qui sont tombées. Régis Courtin, ça sera pour vous, bien évidemment. Élise, la première question. Alors, la première question de Roland Konanec. Que les données d'impact servant aujourd'hui à l'approche d'éco-conception sont suffisamment nombreuses ou fiables aujourd'hui?
Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors quand on parle de mesure d'impact ou de données, pour ceux qui ne le savent pas, on parle d'analyse de cycle de vie, le fameux ACV que j'ai présenté dans la démarche. Il faut savoir que pour faire des analyses d'ACV, on utilise des logiciels, des outils, des bases de données qui sont enrichies par des chercheurs dans le monde entier et qui sont compilées dans des bases de données. Donc, aujourd'hui, effectivement, concrètement, pour faire des analyses, on fait de l'ACV. Il n'y a pas que l'ACV, mais l'ACV permet de faire du quantitatif. La démarche qu'a utilisée Entremer et Terre aujourd'hui, on est plus sur du qualitatif. La complexité du cosmétique aujourd'hui, c'est qu'effectivement, contrairement à l'agroalimentaire, par exemple, où on a beaucoup d'informations quantitatives, sur le cosmétique aujourd'hui, on a des données quantitatives, mais elles mériteraient d'être enrichies. De ce fait, c'est la raison pour laquelle, entre autres, l'ADEME, qui participe au développement des bases de données, va travailler en 2021 et 2022 à l'enrichissement de ces bases de données. Une deuxième question, Élise. Oui, une deuxième question de Sandrine Morvan. L'éco-conception n'est-elle pas plus facile à mettre en œuvre pour des petites structures de fabrication artisanale? Plus on grossit, plus il faut sécuriser ses approvisionnements et souvent chercher plus loin. Alors, je comprends tout à fait la question, parce qu'en fait, quand on parle d'éco-conception aujourd'hui aux industriels et aux entreprises, ça leur fait souvent peur. Parce qu'elles se disent, oh mon Dieu, je vais devoir revoir mes process, mes méthodes, ça va être compliqué, il faut former mes salariés. Donc effectivement, alors, est-ce que c'est plus difficile à implémenter? Moi, ce que je dis souvent aux clients pour les rassurer, c'est qu'il faut mettre les enjeux ou je dirais les objectifs d'une façon accessible. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer par un produit sans forcément vouloir révolutionner la gamme ou toute l'offre du client, enfin de l'industriel. Commencer de faire du step by step, à commencer effectivement par un produit. C'est une affaire de compromis en fait, puis ça dépend de l'entreprise où elle veut aller, quelle est sa stratégie et quelles sont ses priorités. Mais je dirais que c'est pas forcément plus compliqué dans une grande entreprise qu'une petite, pas du tout. Une dernière question. Oui, une dernière question de Roland Connec. Vous avez montré que l'impact est plus fort au niveau du consommateur. Quelles sont les pistes pour agir sur ce critère, notamment pour le fabricant? Alors, je n'ai pas forcément dit que les impacts étaient plus forts au niveau du consommateur, parce d'une façon générale, on sait qu'effectivement, dans les cosmétiques, l'impact, c'est la toxicité par effectivement les effluents, enfin quand il y a un rinçage, au rinçage entre autres, des matières, je dirais, non assimilables par le monde du vivant dans l'eau, et les poissons, etc. Mais effectivement, je dirais que le consommateur, quelque part, il subit un peu ce que les industriels lui donnent. D'où l'éco-conception, la démarche de Don du Sens, c'est qu'en fait, nous sommes dit, mais plutôt que d'incriminer le consommateur et de le mettre en cause, je pense que c'est en amont de la chaîne qu'il faut agir, d'où l'éco-conception. En fait, il faut permettre aux industriels de les accompagner pour revoir leur offre, de proposer un produit différent, parce que le client, en fait, lui, il prend ce qu'on lui donne, quoi. Donc je dirais que à partir du moment où sur le marché, vous avez une offre qui est intéressante, à prix intéressant, de produits éco-conçus, voilà. Mais à un moment donné, je pense qu'effectivement, et c'est notre rôle, d'où les formations aussi que nous faisons, c'est de sensibiliser, de former les clients, les consommateurs sur les choix. Et là, c'est un autre débat qui est très important, c'est qu'après, le client, aujourd'hui, il est devant une masse d'informations, devant beaucoup de produits, il a du mal à choisir ses produits. Après, pour aller plus loin, il y a des labels. Je ne vais pas prendre le temps d'évoquer ici, ça prendra trop de temps, mais il y a des labels, des certifications qui permettent aux consommateurs de sécuriser ses achats. Eh bien, merci. Merci infiniment, Régis Courtin. Et encore merci à tous les internautes d'avoir posé des questions. Il y avait encore beaucoup d'autres questions, Élise, mais on les garde sous le coude pour la table ronde de tout à l'heure.